Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Rivière, je suis enseignant-chercheur et biologiste en génétique au CHU de Dijon. Ma spécialité est la génétique des maladies rares et je travaille sur le syndrome MCM depuis 2010. Le but de cette petite vidéo est d'expliquer ce qu'est le syndrome MCM, sa cause génétique, c'est-à-dire des anomalies du gène PIK3CA, ce qu'est le mosaïcisme et la fonction de PIK3CA dans les cellules. MCM est le diminutif de macrocéphalie malformation capillaire. C'est le nom donné à ce syndrome suite à sa première description en raison des symptômes retrouvés au niveau du cerveau et de la peau. C'est un syndrome hypertrophique, c'est-à-dire qu'il est caractérisé par une croissance excessive, surtout du cerveau. C'est une maladie rare, donc la cause est d'origine génétique. Nous y reviendrons. Le syndrome MCM a été décrit pour la première fois en 1997. Depuis, environ 170 cas ont été rapportés dans la littérature scientifique mondiale. Il en existe probablement beaucoup plus. Sa fréquence estimée est de l'ordre de moins de 1 sur 1 million. Cette estimation n'est pas précise à ce jour. C'est encore un syndrome méconnu, du grand public bien sûr, mais également des cliniciens. Pour ce qui est des caractéristiques cliniques du syndrome MCM, le symptôme central est la mégalencéphalie, c'est-à-dire une croissance excessive et progressive du cerveau. Celle-ci résulte en ce qu'on appelle la macrocéphalie, c'est-à-dire une tête plus large que la normale. Cette croissance excessive du cerveau peut être associée à des malformations de certaines régions du cerveau, à une hydrocéphalie ou à une compression du tronc cérébral. Ce sont des complications qui peuvent nécessiter un suivi des personnes atteintes par des neurologues. D'autres caractéristiques du syndrome MCM comprennent notamment une asymétrie corporelle due à une croissance excessive d'une ou plusieurs parties du corps, des anomalies vasculaires cutanées, qui sont des sortes de taches de naissance vasculaires à la naissance ayant souvent tendance à s'estomper avec le temps, également des anomalies des extrémités, en particulier des doigts ou des orteils, avec notamment une polydactylie, c'est-à-dire des doigts ou des orteils supplémentaires, ou des doigts ou des orteils fusionnés, c'est ce qu'on appelle la syndactylie. Une autre caractéristique, c'est la présence d'articulations hypermobiles, dont une des conséquences peut être une hypotonie, c'est-à-dire un faible tonus. Enfin, on retrouve également, chez certaines personnes atteintes, des anomalies cardiovasculaires qui sont variables. La cause génétique du syndrome MCM a été identifiée en 2012. Ce syndrome est donc causé par certaines anomalies dans le code génétique du gène PIK3CA. Elles ont pour conséquence de changer une partie de la protéine codée par le gène PIK3CA, ce qui résulte en une protéine qui est trop active. Nous y reviendrons. Ces anomalies génétiques ou mutations sont la plupart du temps post-zygotiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas héritées des parents. Elles apparaissent de façon fortuite au cours du développement de l'embryon, menant à une atteinte dite en mosaïque. Donc qu'est-ce qu'une variation post-zygotique et qu'est-ce que le mosaïcisme? Imaginons un couple de parents. La fusion de leurs gamètes mène à une cellule appelée le zygote, à l'origine du futur enfant. Cette cellule va se diviser de nombreuses fois pour éventuellement former un organisme. Maintenant, imaginons qu'une erreur apparaisse de façon complètement fortuite dans le code génétique, par exemple dans le gène PIK3CA comme c'est le cas dans le syndrome MCM. Si cette variation apparaît au stade de 2 cellules, toutes les cellules filles vont également avoir cette anomalie. L'organisme qui en résulte est donc un mélange de cellules normales et de cellules porteuses de l'anomalie. C'est ce qu'on appelle le mosaïcisme. Ce phénomène explique par exemple la présence d'asymétrie chez certaines personnes atteintes du syndrome MCM. Le mosaïcisme a un certain nombre de conséquences, notamment au niveau de la variabilité de l'expression du syndrome,
également au niveau du diagnostic génétique et enfin pour le conseil génétique. Donc le syndrome MCM est caractérisé par un degré d'atteinte qui est variable. Si nous revenons à la figure des principaux symptômes, en fonction des organes touchés par l'anomalie génétique, cela peut résulter en une atteinte isolée du cerveau, caractérisée par une mégalencéphalie, une atteinte de la peau particulièrement importante, une asymétrie corporelle ou la combinaison des trois. Il existe autant de présentations cliniques que de personnes atteintes. Et le degré du handicap va varier d'une personne à l'autre, de léger à sévère. Ce phénomène explique pourquoi des variations du gène PIK3CA ne causent pas seulement le syndrome MCM. Si l'anomalie génétique est restreinte au cerveau, elle peut être associée seulement à une croissance excessive d'une partie du cerveau. C'est ce qu'on appelle l'hémimégalencéphalie isolée, sans atteinte de la peau. Si elle touche surtout le corps, elle peut causer des syndromes hypertrophiques sévères, comme le syndrome Cloves ou l'hyperplasie fibro-adipeuse. Enfin, si l'anomalie génétique ne touche que les doigts, elle cause une croissance excessive de certains doigts sans autre atteinte. C'est ce qu'on appelle la macrodactylie. Toutes ces maladies sont aujourd'hui reconnues comme une seule et même entité clinique, regroupée sous le terme de spectre hypertrophique relié à PIK3CA. Le fait que l'anomalie génétique peut être restreinte à une fraction de cellules complique le diagnostic génétique. La détection de variations génétiques peu nombreuses au milieu de cellules normales nécessite donc des techniques de détection sensibles et compliquées. Malgré cela, l'anomalie génétique peut être indétectable, même dans le cas d'un diagnostic clinique qui est certain. Afin d'augmenter les chances d'identifier l'anomalie génétique, il est important d'avoir accès à des cellules atteintes. L'idéal est d'effectuer l'analyse du gène PIK3CA dans des cellules issues d'une biopsie de peau en zone atteinte. Souvent, l'anomalie génétique est également détectable dans les cellules d'un frottis de la joue ou d'un échantillon de salive. Au niveau du conseil génétique maintenant, le fait que l'anomalie génétique ne soit pas héréditaire a un certain nombre de conséquences pour le conseil génétique. Ainsi, le risque d'avoir un autre enfant atteint du syndrome MCM est le même que celui de la population générale, c'est-à-dire quasi nul, de l'ordre de 1 sur 1 million. Le risque de transmission du syndrome par les personnes atteintes du syndrome MCM est inconnu et dépend de la présence de l'anomalie génétique dans les gamètes, c'est-à-dire les spermatozoïdes ou les ovules, de la personne atteinte. Pour ce qui est maintenant de la fonction de PIK3CA dans les cellules, le gène PIK3CA code pour une protéine qui a un rôle central dans la transmission d'informations de l'extérieur de la cellule au centre de commandement de la cellule qui se trouve dans le noyau. Un certain nombre de récepteurs à la surface de la cellule peuvent activer la protéine PIK3CA. Associé à d'autres protéines, PIK3CA va à son tour activer une protéine qui s'appelle AKT, qui va elle-même activer la protéine mTOR. Cette cascade d'activation va aboutir à une augmentation de la prolifération, de la survie et de la migration des cellules. Elle est également impliquée dans la gestion de l'énergie des cellules, ce qu'on appelle le métabolisme, le développement vasculaire, le développement de cancer et le développement du cerveau. Dans le syndrome MCM, les anomalies de PIK3CA mènent à une activité trop importante de cette voie, ce qui aboutit par exemple à une prolifération de cellules trop importante, notamment associée à une croissance excessive du cerveau. Quel est le lien maintenant entre MCM et cancer? Comme je viens de le mentionner, le rôle de PIK3CA dans le cancer est bien connu, de longue date. On sait par exemple qu'une activation trop importante de PIK3CA est retrouvée dans de nombreuses formes de cancer. Par contre, le cancer est complexe. Il est dû à des anomalies génétiques qui sont généralement multiples. Donc on considère qu'une variation du gène PIK3CA n'est pas suffisante à elle seule pour déclencher un cancer.
Ainsi, le lien entre le syndrome MCM et un risque plus élevé de cancer n'est pas clair à ce jour. Des cancers pédiatriques ont été rapportés chez environ 2 à 3% des personnes atteintes du syndrome MCM, ce qui est relativement rare. Néanmoins, une surveillance de cancer du rein par échographie rénale est aujourd'hui recommandée chez les enfants de moins de 8 ans atteints de ce syndrome. Enfin, pour finir, quelles sont les recherches futures sur le syndrome de MCM? Beaucoup de travail sur le front de la recherche est nécessaire pour mieux comprendre le syndrome. D'abord, il est important de mieux comprendre et de décrire les symptômes de la maladie, particulièrement pour mieux comprendre son évolution au cours de la vie. La plupart des cas rapportés à ce jour sont des enfants. Peu de données cliniques sont disponibles aujourd'hui chez l'adulte. Il est également important de travailler sur l'optimisation des outils de diagnostic génétique pour arriver à identifier la cause génétique aussi souvent que possible et ainsi confirmer le diagnostic clinique. Un travail important, enfin, est également nécessaire pour mieux comprendre les mécanismes cellulaires résultant d'anomalies du gène PIK3CA qui mènent aux différents symptômes retrouvés dans le syndrome MCM. C'est un passage particulièrement important pour arriver au développement éventuel de traitements. Sur ce, je vous remercie de votre attention.